bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux omnicanaux et plus particulièrement au commerce unifié. J'ai le plaisir de recevoir Thomas Audibert, VP Sales chez Wind. Wind est une plateforme SaaS qui permet aux retailers de proposer aux consommateurs un parcours d'achat sans couture, quel que soit le canal digital ou physique. Créée en 2014, la société revendique déjà de grands noms parmi ses clients comme Carrefour, Decathlon, Casino ou encore Orange. 112 millions d'euros déjà levés, acteur majeur de la French Tech, Wind fait partie du Next 40, l'indice tech créé par le gouvernement. Bref, vous l'aurez compris, nous avons avec nous un invité des mieux placés pour évoquer les enjeux omnicanaux. Cet enregistrement se fait début novembre, nous sommes donc dans le second confinement. L'actualité est tout à fait singulière pour aborder le sujet de la convergence des ventes digitales et physiques. Plus que jamais, nous maintenons notre agenda. Avec Thomas, nous allons aborder les deux grands sujets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. D'abord, le marché. Quels sont les besoins, les attentes des consommateurs en termes de distribution omnicanale ? Habituellement, la période de fin d'année et la très haute saison des achats. Doit-on s'attendre à une modification des habitudes d'achat liées au reconfinement ? Ensuite, nous redéfinirons la notion même de commerce unifié avant d'échanger sur les enjeux et les défis des distributeurs aujourd'hui et demain. En effet, quels ont été les enseignements du premier confinement ? Les enseignes sont-elles mieux préparées pour le second ? Bref, la conversation s'annonce passionnante. Nous sommes tous, en tant que professionnels du secteur, mais aussi en tant que consommateurs, concernés par le sujet. Avant de commencer, Thomas, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr, bonjour Cyril. Écoute, en quelques mots, moi je viens du secteur du conseil. J'ai passé 15 années chez un leader mondial du conseil, où j'ai aidé des dirigeants d'entreprise à définir leur stratégie. Et je me suis rendu compte au fil des années que mon engagement professionnel convergeait vers apporter des réponses concrètes aux acteurs européens, tous secteurs confondus, face aux super plateformes, et que ces réponses se concrétisaient autour de la mise en place très souvent de plateformes technologiques qui permettaient à ces clients de rester compétitifs et gagner en compétitivité, bien sûr. Donc, moi, j'aime beaucoup le challenge et j'ai décidé de rejoindre une société qui s'appelle Wind, qui est un acteur du Next 40, comme tu le mentionnais. Et donc, voilà, j'ai rejoint ce secteur-là avec l'idée de relever le challenge et d'apporter des solutions très concrètes au secteur de la distribution. Tu le mentionnes, tu as passé 15 années, bon tu le dis pas, mais c'est chez Accenture, hein, si je dis pas de bêtises. Pendant 15 années, tu nous expliques que finalement, tu as pu rencontrer des acteurs de différents secteurs, tu as été amené à travailler et à réfléchir sur des solutions, des plateformes. Tu n'as pas commencé tout de suite comme ça. Finalement, cette progression que tu as eue chez Accenture, tu en retires quoi ? C'est quoi finalement, en dehors d'une connaissance sectorielle ? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ces 15 années dans une grande boîte de conseil ? Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que finalement,
l'enjeu, quel que soit le secteur, c'est finalement de rester compétitif face à des acteurs, ces acteurs, ces super plateformes qu'on voit dans la distribution, notamment Amazon, Deliveroo. On le voit aussi dans tous les secteurs, comme par exemple les médias. Quand on est un acteur des médias, on a Netflix qui arrive du jour au lendemain et il faut apporter des réponses face à ces acteurs-là. Donc finalement, cette compétition qu'on peut avoir face à ces plateformes, elle est multisectorielle. Le débat est souvent le même, c'est comment être compétitif. Et bien souvent, ces acteurs-là arrivent avec des plateformes technologiques qui sont très scalable, qui peuvent être mises à l'échelle. Et il faut que, quand on est un acteur traditionnel, entre guillemets, puisque le terme traditionnel peut sembler un peu négatif, mais quand on est dans son industrie depuis de nombreuses années, il faut arriver à se transformer et intégrer la technologie au cœur des opérations pour apporter finalement ces réponses. Et donc, par exemple, je prends un exemple dans le secteur des médias, quand on a une chaîne télé, on passe d'un métier où on doit filmer, câbler des solutions, il faut passer à des plateformes de streaming. Et devenir mettre en place ces plateformes de streaming, ça demande une transformation très profonde dans les modes de fonctionnement des entreprises. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, par exemple, dans le secteur du retail. On va sûrement en parler, Cyril, c'est comment on met en place des plateformes de livraison avec une dimension technologique qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait l'habitude de faire dans les années précédentes. Et ben alors merci pour ces éléments d'explication. On comprend bien la cohérence finalement du passage d'Accenture chez Wind. En arrivant chez Wind, quelle a été ta lettre de mission? Alors, ma lettre de mission chez Wind, c'est déjà d'apporter cette expérience de grande transformation très complexe. Hein, celles que je viens de citer sont des transformations qui touchent tous les secteurs d'une entreprise, des équipes business, marketing, jusqu'aux équipes technologiques. Donc déjà apporter cette expérience des grandes transformations, apporter finalement, aider les clients de Wind et donc les retailers à vraiment comprendre quelle est cette valeur, parce que forcément ces transformations engendrent des investissements et qui dit investissement dit identification de la valeur et être très clair sur ce qu'on a vraiment à gagner dans ces projets. Donc deuxième volet, c'est vraiment aider à identifier la valeur de ces investissements et ensuite déployer, parce que c'est des projets qui sont complexes. Il faut s'intégrer dans les systèmes d'information. Il y a beaucoup de changements, de conduite du changement à faire. Et donc, c'est vraiment apporter aussi après cette expérience dans le déploiement. Parce que finalement, on voit bien ces projets-là, des projets de transformation, d'intégration de plateformes technologiques dans les écosystèmes des distributeurs sont complexes et le succès, c'est aussi la capacité à déployer à l'échelle et donc de ne pas s'arrêter à quelques points de vente, par exemple, quand on déploie une solution de click and collect, mais d'aller sur l'ensemble du réseau pour vraiment aller chercher la valeur qu'on aura identifiée en amont. Donc, vraiment, 3 volets, identifier la valeur, aider à conduire le changement et déployer à l'échelle. Bon, très clair, merci. On reviendra sur tout ça peut-être plus en détail dans la seconde partie sur ce qu'est le commerce unifié et puis comment ces enjeux, ces défis, comment les distributeurs sont confrontés à tout ça. Avant qu'on aille dessus, il est important de revenir sur le marché. Finalement, le commerce unifié, l'omnicanalité de la distribution ne fonctionne que parce qu'il y a des consommateurs. Et les consommateurs, ils ont des habitudes d'achat et celles-ci aussi, elles évoluent. Je commençais à le dire en introduction. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement le consommateur, ce dont il a besoin, ce qu'il veut, ce qu'il attend aujourd'hui de la distribution? Alors, le consommateur attend 2 choses. Premièrement, il veut le même niveau de service que celui auquel il a l'habitude d'être confronté ou en tout cas de bénéficier quand il est sur Uber et qu'il peut payer sans contact, que quand il commande sur Amazon, il peut se faire livrer rapidement. Donc, le consommateur attend déjà les services auxquels il a l'habitude qu'il a l'habitude d'utiliser sur ces super plateformes. Ensuite, et c'est là où c'est aussi très intéressant pour les retailers et les distributeurs, qui veut aussi du service. Il veut être en mesure de pouvoir interagir avec un vendeur qui va lui fournir
un service, un service sur les produits qui sera complémentaire de ce qu'on peut lire sur Internet ou sur une description de produit. Donc aujourd'hui, les consommateurs attendent finalement les mêmes services qu'un Amazon, que Deliveroo ou qu'un Uber, donc des services qui sont digitaux, et en même temps, finalement, ce service que seuls aujourd'hui les retailers avec un réseau physique peuvent fournir parce que voilà, une vraie interaction. Donc nous, chez Win, notre conviction, c'est que finalement les retailers doivent s'ajuster, s'aligner en termes de services digitaux par rapport à ce qui existe. Déjà, de faire aussi bien, c'est déjà, voilà, c'est déjà un enjeu. Attends, mais on va revenir sur justement comment les retailers doivent adapter leurs réponses. Je reste quand même un petit peu sur les consommateurs. Je voudrais creuser un peu le truc. Finalement, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que les consommateurs ont été éduqués par les nouveaux entrants sur des niveaux de service je ne sais pas comment les qualifier, peut-être de premium, bon, bref, auxquels ils n'étaient pas habitués. Ce qui devient chez eux quelque part un standard. Tu citais Uber, tu citais Deliveroo, on peut rajouter Netflix, on peut rajouter Amazon. Finalement, ils ont été éduqués vers le haut. Et aujourd'hui, quand ils regardent la distribution traditionnelle, finalement, ils s'attendent à retrouver finalement une expérience euh, complète, hein, d'achat et plus, à peu près similaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Absolument. Quand tu as l'habitude, Cyril, de sortir de ton taxi, de ton Uber, pardon, sans avoir à payer, eh bien, quand tu te retrouves dans un supermarché et que tu dois faire la queue pour payer à la caisse, ben forcément, c'est un irritant pour toi parce que tu n'as plus l'habitude, ou en tout cas, tu commences à ne plus prendre cette habitude grâce à ces services. Donc oui, exactement. Ce sont des nouveaux standards et les retailers doivent à minima s'aligner sur ces standards. Alors, dans certains cas, c'est pas forcément évident. L'exemple que je prenais était un peu extrême, mais oui, tu as raison, et c'est comme ça que les consommateurs, c'est ce que les consommateurs attendent finalement de tous les retailers aujourd'hui. Je vais ajouter hein, finalement la reverse dans mon commentaire. On voit aussi des nouveaux entrants, euh, entre autres des DNVB, qui deviennent aussi, qui ouvrent des points de vente, donc qui rentrent dans le physique. Donc ça veut dire aussi quelque part qu'il y a des standards qui viennent du monde physique et que le consommateur, il n'est pas que digital, il a aussi probablement, il trouve de la valeur dans les réseaux de distribution. Absolument, absolument. Et donc, c'est ce qu'on peut voir, notamment un acteur comme Amazon qui achète aussi des réseaux de distribution physique. Donc, ces acteurs-là comprennent bien que la bataille de demain se fera sur les deux volets. C'est à la fois le service purement digital, mais ce besoin d'interaction avec le client. Et cette interaction elle doit être physique. Et donc, l'enjeu pour les retailers, c'est de mettre finalement les personnels dans les réseaux physiques dans des conditions qui leur permettent de délivrer ce service et donc de les faire progressivement passer d'un rôle transactionnel où finalement on encaisse, voilà déjà donc ces activités relativement simples pour les amener vers plus de services. Et plus de services, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en mesure de leur donner l'information, voilà, de savoir à qui ils ont affaire. Donc, parce que quand on est consommateur, on veut un service personnalisé. On ne veut pas un service lambda, on veut savoir, on veut être reconnu, on va avoir un vendeur qui sache qui on est, ce qu'on a consommé et ce qui va potentiellement nous intéresser. Et alors, Et ouais, tout ça, ça c'est intéressant. Et moi, la question qui me vient quand je t'entends parler, c'est de quelle mesure, et je reste encore sur les habitudes d'achat, dans quelle mesure le consommateur est conscient que les distributeurs entre guillemets traditionnels existants depuis longtemps, qui étaient là avant le digital, sont en phase de transformation. Est-ce qu'il a et le confinement et deux l'incite-t-il comment dire à comprendre que voilà, il s'adapte à marche forcée et il a une forme de bienveillance. Il n'est pas dans un mode de style Amazon, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. De toute manière, la distribution, en règle générale, n'arrivera jamais à battre Amazon. alors
c'est une très bonne question. Moi, je pense que le consommateur, lui, va vers le service optimum et malheureusement, je ne suis pas convaincu qu'il cherche forcément à, à aller vers l'acteur traditionnel. Finalement, c'est pas sa problématique. En revanche, ce que le consommateur veut, et ça on le voit de plus en plus, c'est des distributeurs entre guillemets engagés, responsables, c'est-à-dire qui laissent une empreinte positive sur à la fois le volet sociétal, donc ça veut dire payer ses impôts, ça veut dire bien traiter ses employés, et également une empreinte, on va dire, carbone qui soit relativement neutre. Donc, moi, je pense que le consommateur, à la fin, ça fait partie des choses qu'il recherche. Et voilà. Par contre, ça ne sera pas une bienveillance particulière pour un acteur parce que c'est un acteur traditionnel. Donc, c'est plutôt pour un acteur qui soit compétitif avec des services performants et des produits pertinents et bien entendu une empreinte qui soit positive sur les volets que je viens de citer. Et dans ce contexte, les retailers traditionnels peuvent tirer leur épingle du jeu parce que voilà, privilégiant l'emploi en France, privilégiant également une empreinte carbone plus neutre parce que utilisant par exemple les points de vente proches des consommateurs pour faire des livraisons par exemple, parce que donnant aux vendeurs ainsi un rôle qui leur un Non, rôle mais positif en tout cas. je suis complètement d'accord avec toi. À titre de consommateur, pendant le premier confinement, moi j'ai été impressionné de voir des acteurs euh, que je qualifiais pas d'innovants ou en capacité à se remettre en question avec autant de rapidité. Des gens comme Leroy Merlin ou Boulanger qui ont proposé le click and collect, enfin le drive piéton, qui ont transformé l'organisation de leurs points de vente pour permettre le respect des règles sanitaires, de venir faire la collecte. Et c'est pour ça que moi, en tant que consommateur, je me suis dit, waouh, ces gens-là, ils ont aussi une force pour pouvoir s'adapter. Bien sûr, c'est sûr que pendant la période de confinement, ce que nous, on a pu observer pendant le confinement, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui avaient déjà initié ces transformations et la mise à disposition des services comme le click and collect, comme je viens de le mentionner, ou la livraison depuis les points de vente, et qui ont accéléré ces projets pour rapidement mettre en place des solutions. Donc effectivement, c'est souvent face au mur qu'on réagit et qu'on accélère. Donc c'était une tendance de fond qu'on voyait qui s'accélérait. Euh, Est-ce ce que, qu'on a alors, pu ouais, vas-y. ce qu'on a pu aussi observer, alors et là je vais passer sur un volet qui est plus les petits commerces, et ce qui est vraiment nouveau et ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est qu'en revanche, les sociétés de taille plus petite, voire les commerces indépendants, eux, n'avaient absolument aucune solution et ne s'étaient probablement jamais posé la question de mettre en place ces services. Donc quand on s'est retrouvé au mois de mars, par exemple, avec le premier confinement et aucune solution pour les petits commerces, c'est-à-dire zéro de chiffre d'affaires parce que finalement plus de points de vente ouverts. Là, il y a vraiment eu un enjeu très fort. Donc, ce qu'on a fait, nous, chez Wind, c'est que sur ce volet-là, on a lancé une initiative avec le ministère de Attends, tu et peux la répéter, parce ville qu'il il y a eu une coupure avec le ministère de... le ministère de la cohésion des territoires et la ville de Sèvres, les villes de Sèvres et de Saint-Flour, un pilote qui s'appelle Mon commerçant chez moi et qui a permis de mettre en place des solutions de click and collect et de livraison à domicile pour des petits commerces dans un objectif finalement de continuer à servir les usagers locaux, parce que finalement ces commerces-là étaient fermés, donc mise en place de services de livraison depuis ces commerces, et puis finalement pour les commerces, eux, d'avoir une solution qui leur permette d'avoir un chiffre d'affaires. Là, on a réussi, par exemple, sur la ville de Saint-Flour, à mettre en place cette solution pour créer des milliers de commandes et plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires pour les commerces de centre-ville en quelques semaines. Donc, c'était vraiment des solutions qu'on a mis en place et qui sont très importantes. Donc, pour revenir par rapport
à ta réflexion qui est la rapidité de transformation, on a vraiment ces deux volets. Les grands groupes qui ont dû accélérer, et effectivement, il y en a qui ont énormément accéléré sur ces volets-là, et on l'a observé. Et par ailleurs, des petits commerces qui, eux, n'ont pas accéléré, se sont juste posés pour la première fois la question et très rapidement ont dû mettre en place des solutions. Et nous, Wind, on a mis en place cette solution, Mon Commerçant Chez Moi, pour les petits commerces et qui aujourd'hui, deuxième vague, comme tu le sais, est en train de se mettre à l'échelle avec des dizaines d'autres villes qui sont en train de rejoindre notre plateforme, par exemple comme villes comme Briançon, notamment. D'accord, on va revenir sur tous ces aspects-là, et puis plus particulièrement sur le commerce unifié. Avant ça, comment vos clients chez Wind perçoivent ce second confinement et surtout la période de fin d'année là, qui va commencer avec les achats globalement qui se lancent avec le Black Friday. Alors même si cette opération commerciale est décriée par beaucoup, il n'empêche qu'elle est quand même bien marquée sur le territoire français. Qui se poursuit jusqu'à Noël avec les cadeaux. Comment ils appréhendent le comportement des consommateurs sur ces points, ce point-là? Alors, déjà, ils sont prêts, puisqu'ils ont tous appris de la première vague de confinement. Je rappelle, la première vague de confinement, par exemple, je prends la distribution alimentaire. Donc, nous, on a des clients comme Carrefour, comme Intermarché, le groupe Casino sur des parcours de collecte et de livraison à domicile depuis le point de vente. On a eu des volumes x3, x4 en termes vis-à-vis de ces services par rapport à l'année précédente. Donc, ils ont appris de ce premier confinement. Et donc là, aujourd'hui, ils sont plus dans l'anticipation. Nous, ça fait à peu près 3 semaines qu'on anticipe finalement ce confinement et on a déjà mis en place avec nos clients, avec ces clients-là, finalement des dispositifs renforcés pour s'assurer que les plateformes tiennent, qu'on a en mesure de garantir le niveau de service, un niveau de service parfait pendant cette nouvelle vague de confinement. Donc on attend tous et on le voit déjà, parce qu'on a déjà les premiers chiffres, des volumes qui sont à nouveau en explosion. D'accord. Bon, on va revenir sur ces volumes-là et puis tu vas nous donner peut-être des cas clients un peu après. Je voudrais que tu me profites de l'occasion pour que tu nous redéfinisses, peut-être mieux que ce que j'ai fait, ce qu'est le commerce unifié. Alors, très bonne question. Le commerce unifié, c'est être en mesure finalement de proposer les services. Alors, les services omnicanaux, on en a cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et il y en aura sûrement des nouveaux qui viendront dans les années à venir. Donc, bien entendu, le click and collect, la livraison depuis le point de vente, mais pas que. Il y a l'abonnement. On a de plus en plus de retailers qui mettent en place des modèles d'abonnement, de la location. Du drive, du Nashid Caddy, du C2C, c'est-à-dire des échanges entre consommateurs animés, orchestrés par un distributeur, de la seconde main, on le voit dans plein de secteurs et c'est en train de prendre assez fort, mais aussi l'encaissement mobile, l'encaissement fixe, le dropshipping, pardon, donc la livraison depuis le fournisseur. Tous ces services-là sont finalement les services qui permettent d'être compétitifs. Et on l'a dit on en a parlé tout à l'heure par rapport à ces super plateformes. Donc, il faut pouvoir les proposer. Il y en aura d'autres. Je ne les ai pas tous cités. Et il faut pouvoir les mettre en œuvre et les mettre à disposition des consommateurs depuis n'importe quel touchpoint. Donc, tout ça, on doit pouvoir y accéder depuis une appli mobile, depuis le point de vente, depuis un site internet, depuis un call center. Donc, ça veut dire que tous ces services sont disponibles depuis n'importe quel touchpoint et ils doivent être mis en œuvre de manière, efficace et profitable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un réseau logistique qu'il faut orchestrer. Bien entendu, il y a les points de vente. Donc, le service de livraison à domicile peut se faire depuis le point de vente, mais on peut aussi livrer à domicile depuis un entrepôt. Il y a également dans ce réseau logistique des parties prenantes, il y a des préparateurs de commandes qui doivent être le plus efficace possible pour aller chercher cette profitabilité. Il faut être rapide pour préparer les commandes. Il y a également les points relais. Par exemple, on peut
mettre à disposition les services et les produits commandés dans des points relais. Il y a le consommateur, hein, dans le cadre du C2C, qui est partie prenante finalement dans ce réseau logistique. Donc voilà, le commerce unifié, c'est l'ensemble de ces services disponibles à travers tous les touchpoints qu'on peut avoir avec un retailer et qui mobilise de manière hyper efficace le réseau logistique du retailer pour gagner en profitabilité et être rentable sur ses services. Ben, Voilà notre petit. merci pour cette définition. Si je la comprends bien et que j'essaye de l'illustrer euh, en termes d'usage, du côté du consommateur, ça veut dire que globalement, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, consommateur, je commence mon panier sur mon téléphone dans le métro, je le poursuis et je le retrouve sur mon ordinateur en arrivant chez moi, et puis je le complète, je le change, je finis par me rendre en point de vente, le vendeur finalement qui m'accueille euh, est en capacité de retrouver ce que j'ai commencé comme panier. Je peux le compléter avec lui en point de vente, payer une partie des objets, enfin je paye tout et repartir avec une partie des objets achetés en point de vente et me faire livrer, par exemple, je sais pas si on est dans l'ameublement, les meubles que je peux pas transporter, donc ceux-là me sont livrés, je repars avec une lampe et je peux, le cas échéant, rendre une partie de ce que j'ai acheté, hein, le droit de retour, dans un autre point de vente. Est-ce que ça illustre un petit peu ce que c'est que le commerce unifié? Tout à fait, tu l'as parfaitement illustré. Voilà. Donc là, tu as pris un cas d'usage qui est complètement omnicanal. Tu as parlé d'un certain nombre de touchpoints qui étaient le mobile, le point de vente. Tu as parlé de plusieurs services, notamment finalement la commande, le click and collect en vente. Donc ça, c'est l'illustration. Et tu as aussi mis en avant finalement le réseau logistique, c'est-à-dire le point de vente. Forcément, il y a un préparateur de commande qui a tout est prêt pour toi. Voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, maintenant que cette notion est très claire, tu as commencé à l'évoquer au début de nos échanges, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Pour les distributeurs, aujourd'hui, on a commencé à l'évoquer, je le disais, les enjeux et les défis. Il y a un aspect conjoncturel avec le confinement, le reconfinement. Tu peux aller un peu plus loin pour eux. C'est quoi euh, tout à l'heure, tu parlais, quand tu décrivais ce que tu avais fait, entre autres, non, ta lettre de mission, il y avait la conduite du changement. La conduite du changement, euh, est-ce qu'elle est au milieu des défis et des enjeux? Bien sûr, la conduite du changement, elle est bien entendu au centre, puisque les projets dont on parle, notamment la mise en place de ces services omnicanaux, ça mobilise chez nos clients les équipes technologiques, bien entendu, les équipes retail notamment et les équipes stratégiques qui définissent les nouveaux business cases. Donc, aujourd'hui, c'est des projets qui demandent en fait des créations d'équipes chez nos clients qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Les enjeux pour les équipes technologiques, c'est s'intégrer avec l'ensemble des systèmes d'information des clients. Par exemple, quand on met en place une plateforme de livraison à domicile, il faut pouvoir s'intégrer avec les stocks, avec la liste des magasins, avec la liste des préparateurs de commandes. Donc, c'est plein de choses, des données, des informations qui ont une vie dans l'entreprise qu'il faut arriver à intégrer dans nos plateformes. Donc ça, c'est des premiers enjeux. Il y a d'autres enjeux. Le préparateur de commandes, les personnes qui gèrent les magasins doivent être en mesure de bien utiliser la solution. Donc, il faut pouvoir les former sur les outils. Quand on a une nouvelle interface de préparation de commande, ben, ça demande de la formation. Alors après, ça se fait, nous on a l'habitude, c'est notre métier et on le fait assez rapidement et on est des professionnels de ce sujet, mais bien entendu, il faut savoir le faire. Et puis bien sûr, les équipes marketing, stratégiques qui, elles, veulent gérer l'ensemble de cette transformation, identifier la valeur,
et s'assurer que c'est profitable. Donc, l'ensemble de ces parties prenantes doivent travailler ensemble sur des projets transformants et bien entendu, c'est un métier en tant que tel de pouvoir le faire. Et donc, nous, Wind, on impulse cette transformation et puis après, on a également des partenaires, des cabinets de conseil qui, en général, nous aident aussi dans la durée et prennent en main ces transformations dans la durée. Parce que oui, c'est important que tu le soulignes, finalement, votre solution, elle vient se mettre sur un système, un écosystème de systèmes d'information existants qui va permettre de dialoguer entre les outils front et les outils back. Quelque part, c'est comme un peu un middle office, non? Je me trompe? C'est ça. Donc nous, Wind c'est un produit, une API, et bien évidemment, nous, on s'intègre au cœur des transformations des retailers. Donc, on s'intègre avec des fronts e-commerce, bien entendu. Nos clients, je prends des exemples du luxe, ont des vitrines e-commerce majestueuses qui sont aussi importantes finalement que les vitrines physiques. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de la marque. Donc nous, on s'intègre avec ces fronts. Ça veut dire que, par exemple, une prise de commande se fait depuis un site e-commerce, donc on doit pouvoir récupérer la prise de commande. Ensuite, bien entendu, on mobilise des produits, des stocks, et ça, il faut qu'on puisse avoir cette intégration. Alors là, on s'intègre avec par exemple des ERP, notamment, et puis j'en passe, et donc même par exemple des WMS également. Donc, Win s'intègre à travers l'ensemble de ces systèmes qui, de manière autonome, ne peuvent pas, ou très difficilement, mais en général ne peuvent pas mettre en place les services omnicanaux. Et nous, on est finalement cette plateforme middleware qui permet de rendre ces services si chers aux consommateurs faisables, entre guillemets, en faisant parler l'ensemble de ces briques logicielles qui sont déjà présentes chez les clients. Oui, alors, si je comprends bien ce que tu dis, et je vais essayer de réinterpréter ce que tu dis aussi sur peut-être une sorte de cas d'usage. Finalement, pour un retailer, il y a potentiellement un stock central qui, a priori, sert le canal web, et puis il y a des stocks répartis dans tous les points de vente pour pouvoir servir les clients qui rentrent dans ces points de vente. Il n'y a pas forcément un dialogue qui existe sur l'état des stocks entre chaque point de vente et le central. Quelque part, vous permettez la réconciliation de toutes ces données-là pour, sur un outil front, dire, eh ben, il y a à tel endroit ce produit qui est en stock, tel autre endroit il n'y est pas, ou sinon vous pouvez vous le faire livrer. Absolument, c'est bien résumé, Cyril. Donc, l'un des enjeux des retailers, lui, c'est d'avoir une vision unifiée de ces stocks, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette vision des stocks qui sont aujourd'hui éclatés sur des magasins, plusieurs entrepôts. Et donc, l'objectif, c'est que quand un client quand un client passe commande, d'être en mesure de le servir avec le meilleur ratio, proximité du stock, donc pouvoir livrer rapidement et à moindre coût. Donc pour ça, il faut vraiment avoir cette vision unifiée des stocks. Et donc Wind, pour répondre à cette question, permet finalement de mettre en œuvre cette vision de stock unifié. Ok, merci, c'est très clair. Avant de conclure, je voudrais revenir sur justement les enjeux, la conduite du changement pour les distributeurs. Tu as expliqué de façon très claire qu'effectivement, les métiers se réinventaient et quand on prend un vendeur en point de vente aujourd'hui, il doit être en capacité d'accompagner le client en ligne, en physique, et puis potentiellement être un préparateur de commandes. De façon peut-être un peu plus high level, au niveau des directions générales, comment ces sujets sont appréhendés? Est-ce que tout le monde a finalement la même conviction quant au chemin à suivre par rapport aux enjeux omnicanaux? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une direction générale qui n'ait pas saisi l'importance de l'omnicanal et de mettre en place ces services. Et d'ailleurs, la plupart de nos projets. Ah, Que, attends, euh, la plupart de vos projets, il y a eu une coupure, on n'a pas entendu. donc
ce que je disais, c'est que la plupart des projets que nous menons sont des projets qui se décident au niveau des COMEX. On est sur des projets qui génèrent des revenus incrémentaux, donc c'est des nouveaux services. Donc c'est une augmentation du chiffre d'affaires. Ça mobilise l'ensemble des services et donc sans direction générale impliquée, ces projets-là ont beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, nous, tous ces projets cités nécessitent l'implication. Et d'ailleurs, plus que l'implication, c'est même les directions générales sont à l'initiative de ces projets, bien entendu. Ouais, son sponsor. Eh ben, écoute, Thomas, merci beaucoup pour la qualité de l'échange. Merci de nous avoir éclairé de façon assez concrète sur ce qu'est le commerce unifié et puis les challenges de la distribution de façon générale. Merci beaucoup également à Comexposium, le partenaire du podcast, les Digital Doers. Merci à vous tous qui écoutez attentivement les nouveaux épisodes. Vous pouvez m'envoyer des messages via LinkedIn ou directement via le site lesdigitaldoers.com. Thomas, merci beaucoup encore. Merci Cyril. À bientôt, au revoir.